L'idée, c'est de identifier, sélectionner et mettre en œuvre, en tout cas, mettre en œuvre d'une manière opérationnelle et en lien avec les risques, les mesures sanitaires afin de réduire les risques et les atténuer. Donc, on va aborder dans cette présentation les différentes étapes de la gestion des risques, hein. Donc, c'est la quatrième étape, c'est ce qu'on appelle le risk management. Le rôle que cette gestion des risques joue, notamment pour faciliter le commerce international d'une manière sûre. Et on va appliquer cette gestion des risques à l'exemple du virus de la peste équine. Donc, pour rappel, la gestion des risques, c'est un processus qui va permettre d'identifier, de sélectionner et de mettre en œuvre des mesures sanitaires afin de réduire d'une manière efficace des risques et identifiés qui ont été associés à des dangers, et notamment pour des marchandises ou des animaux qui vont être considérés comme possiblement, par exemple, introduits. On ne va pas se contenter d'identifier juste une série de mesures qui vont réduire le risque. Donc, on va surtout ce qu'on appelle définir des mesures sanitaires qui vont avoir un lien efficace, effectif, donc une relation rationnelle entre les mesures sanitaires et l'évaluation des risques, afin de soutenir que cette gestion des risques va permettre de réduire le risque. Ce qu'on appelle tout ce qui est facteur de risk mitigation, afin d'atténuer ces risques. Donc, l'objectif, c'est de minimaliser, par exemple, la probabilité d'introduction de maladies, de permettre un commerce équitable, un commerce international de manière équitable, et puis de remplir toutes les obligations qui découlent des accords commerciaux internationaux que vous connaissez, Codex, SPS et OMC ou OMSA. Donc, les 4 étapes qui sont, donc c'est l'évaluation des risques, l'évaluation des options d'intervention par rapport à ces mesures sanitaires, leur mise en œuvre, leur suivi, leur évaluation et leur révision, évidemment, en fonction de l'atténuation des risques qui auront pu être obtenus. Ne jamais oublier que l'analyse de risque, l'évaluation des risques, la gestion du risque, ce sont absolument des processus dynamiques qui ne sont pas du tout statiques, évidemment, puisque on obéit à des événements en cascade qui sont liés à des probabilités d'apparition ou des probabilités de propagation. Et donc, on est en permanence dans une gestion du risque qui doit s'adapter à la situation, qui doit être réévaluée et qui doit être révisée. C'est vraiment fondamental de concevoir que c'est des systèmes dynamiques et des mesures qui doivent être potentiellement révisées à partir du moment où un autre événement ou l'événement va être modifié. Donc, pour cette étape 1 qui est l'évaluation des risques, on va souvent parler du niveau de risque acceptable. Donc, ce niveau de risque acceptable, il est évidemment lié au pays, à beaucoup de considérations. C'est ce qu'on appelle l'ALR, Acceptable Level of Risk, ou ce qu'on appelle aussi ALOP, donc le niveau de protection approprié. Le niveau de risque acceptable, il peut être sociétal, économique, politique, et il est notamment intégré dans l'accord SPS de l'OMC. Donc, ce niveau approprié de protection au niveau de risque acceptable, il est évidemment, il doit être lié à un niveau de risque compatible, considéré comme compatible par rapport à la protection de la santé publique ou de la santé animale. C'est toujours lié à un juste équilibre entre l'événement, le jugement sociétal ou le jugement politique, hein, et chaque pays, en fait, va fixer son niveau d'alerte. Et il n'y a pas un niveau de risque qui est prédéfini, puisque ça répond à des enjeux sociétaux et puis aussi à ce qu'on appelle la perception du risque. La perception du risque est intimement liée au niveau acceptable du risque. Et ça, c'est intimement lié à une histoire d'un pays, à des sociétés qui ont vécu avec un niveau de risque plus ou moins acceptable. Et en fonction de cette acceptation, cette perception du risque, on va envisager de participer à un commerce international
qui pourra plus ou moins pouvoir apporter des risques de maladie et donc pouvoir suggérer que des risques peuvent être associés. Donc, c'est un concept qui demande une grande cohérence entre l'application de mesures sanitaires avec le niveau de risque associé et évidemment avec l'introduction de produits importés dans le pays. Juste pour repréciser, par exemple, sur l'introduction de ruminants à La Réunion, pourquoi cette analyse de risque a été menée d'une manière très dense? C'est parce qu'il y a eu une vingtaine d'années des introductions d'animaux qui ont introduit, par exemple, le virus de BVD et EHD à La Réunion. Ça en a fait une crise médiatique. Donc maintenant, le niveau de risque acceptable dans la population réunionnaise, il est très lié à cet événement passé. Il est sociétal. Il est très peu accepté que des animaux vivants soient introduits à La Réunion à cause ou parce qu'il y a eu déjà des conséquences dans le passé. Et donc, on peut estimer que l'introduction d'animaux vivants entraîne un risque, en tout cas un jugement sociétal déjà avec des a priori. Du coup, ce qu'on appelle notre niveau de risque acceptable est élevé, plus que ce qui pourrait être fait dans un autre département où il n'y a pas eu ces antécédents. Donc, c'est pour ça que ce niveau de risque ne peut jamais être prédéfini et il est vraiment lié à l'histoire d'un pays et à la perception du risque. Donc, en lien avec les dispositions de l'accord espèce de l'OMC, on a différents contextes d'application. Déjà, ce qui est très important, c'est qu'il ne peut pas y avoir de restriction du commerce international, soit des animaux, soit des produits d'origine animale, sauf si il est justifié qu'une maladie pourrait être introduite dans le pays, pourrait s'installer, pourrait se propager et entraîner des conséquences économiques. Donc, on ne peut pas justifier l'arrêt d'un commerce international sans justifier le risque d'introduction. Il faut pouvoir justifier que l'estimation du risque est supérieure au niveau d'alerte du pays importateur, évidemment, et donc du coup, les mesures sanitaires peuvent être justifiées. Donc l'exemple même, c'est entre La Réunion où il y a 16 dangers sanitaires et la France métropolitaine où il y en a 42. On peut justifier que le niveau de risque est supérieur à l'introduction. Et puis, il faut pouvoir aussi mener ces analyses de risque d'une manière cohérente, rigoureuse et transparente par rapport à la justification de mesures sanitaires qui seraient restrictives et coercitives. Donc, ces analyses de risque doivent être absolument menées en toute transparence. L'autre chose, c'est comment évaluer, enfin comment identifier les options possibles par rapport aux mesures sanitaires qui seront à mettre en œuvre. Donc, elles vont d'abord être identifiées, évaluées et sélectionnées en lien avec beaucoup de choses, avec ce qu'on appelle évidemment la perception du risque, le coût bénéfique des mesures, mais surtout leur efficacité sur la gestion des risques. Et les mesures sanitaires pourront être justifiées à partir du moment où elles sont susceptibles de réduire efficacement le risque et qu'il y en a une relation efficace entre ces mesures sanitaires et l'évaluation des risques. Et donc, cette justification va évidemment se trouver dans l'évaluation des risques et les arbres à scénarios. Donc, les mesures sanitaires, elles peuvent être de différents ordres. Elles peuvent être techniques, elles peuvent être opérationnelles, elles peuvent être économiquement réalisables. Évidemment, elles doivent être mises en œuvre pour la protection de la santé humaine ou animale. Donc, ça peut être technique avec des traitements pour assainir des viandes. Ça peut être opérationnel avec l'interdiction de mouvements d'animaux, la mise en place de quarantaine obligatoire, avec l'interdiction de vente, par exemple, sur des marchés d'animaux vivants. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être mises en place et elles doivent être compatibles, évidemment, avec les obligations des membres de l'OMC et de l'AMSA, mais aussi elles doivent être apposées d'une manière cohérente si on a des risques similaires qui sont présents sur d'autres produits, par exemple, alimentaires. Il ne pourrait pas être possible, par exemple, de justifier des mesures sanitaires sur des produits, sur certains produits, alors qu'il y a des risques similaires sur d'autres produits. Donc, il faut absolument qu'il y ait des justifications et des arguments scientifiques qui puissent, par exemple, justifier que l'introduction de tout ruminant dans un pays, par exemple susceptible d'introduire la fièvre afteuse,
Et il faudra donc se concerter sur les ruminants, les gros ruminants, les petits ruminants, les porcins. Il ne pourrait pas être justifié de laisser une espèce de côté alors qu'il présente des risques similaires d'introduction du virus de la fièvre afteuse. Généralement, on privilégie donc les normes de l'OMSA quand il n'y a pas de... On privilégie l'application des normes de l'OMSA, mais si elle n'existe pas, on peut justifier que les mesures sanitaires vont être justement argumentées et étayées par une analyse de risque. Et on doit pouvoir justifier que le niveau de protection pourrait être supérieur à celle prévue par les normes de l'ANSA. Alors, quelle est la méthode utilisée pour identifier et définir les options, les mesures sanitaires à mettre en œuvre? Il faudra toujours se consacrer à un objectif précis qui va être énoncé clairement et évidemment tenir compte, on l'a vu dans l'analyse de risque, de toutes les voies d'introduction, d'exposition et de tenir compte des probabilités par rapport à ces dangers, donc le risque d'introduction, le risque d'exposition des animaux ou des hommes, la probabilité des conséquences qui en découlent. Et pour déployer ces mesures sanitaires, il faudra être très spécifique. Par exemple, comment on va pouvoir gérer l'introduction du virus de la peste équine par rapport à des chevaux qui peuvent être potentiellement virémiques. Donc, les mesures sanitaires seront liées à ce risque, à ce danger, et vont être définies très spécifiquement par rapport à ce danger. On peut sélectionner plusieurs options ou des combinaisons d'options, évidemment, de manière à atteindre ce qu'on appelle, ce que je vous disais, le risque acceptable. Donc, il faut évidemment tenir compte de ce qui existe dans le code et des mesures sanitaires. Il faut s'appuyer sur des justifications scientifiques ou les mesures du code et puis justifier que ces mesures vont apporter un niveau de protection élevé. Si on utilise des mesures moins strictes que celles qui sont recommandées dans le code, il faudra justifier que les risques pourront être gérés efficacement avec des mesures identifiées très précisément. Donc, cette combinaison d'options devra toujours, en tout cas, se reporter à des justifications scientifiques, à votre analyse de risque et aux mesures sanitaires qui existent dans le code. Il faut absolument que ces options soient fondées donc, sur des principes scientifiques et qui sont issus d'une analyse de risque. Vous devez toujours justifier, et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir produire vos arbres à scénario qui vont du risque d'introduction au risque d'exposition jusqu'à l'évaluation des conséquences, parce que c'est à partir de ça que vous allez pouvoir justifier de la probabilité d'introduction, la probabilité d'exposition et la probabilité d'installation de votre virus ou pathogène, et donc de pouvoir estimer l'ampleur des conséquences qui vont être dans le pays, qui vont être biologiques, environnementales ou économiques, et de justifier des options que vous allez déployer pour réduire ce risque. Et à chaque conséquence qui peuvent être biologiques, hein, donc des animaux qui peuvent être atteints par le pathogène, environnemental avec une contamination, par exemple, une installation du virus dans le milieu extérieur, ou économique avec des pertes de filières et des abattages, vous pourrez déployer des options qui auront été justifiées, évidemment, en lien avec le risque identifié. Il faut évidemment veiller à ce que vos mesures sanitaires n'aient pas d'effet négatif sur le commerce et qu'il y ait un bon équilibre entre les mesures sanitaires qui vont réduire le risque et des mesures sanitaires qui pourraient aussi atteindre le commerce international. Donc, il faut que ces options soient d'une manière techniquement, opérationnellement, économiquement réalisables. Donc, toujours s'attacher à des choses simples, pratiques et efficaces. Il faut qu'elles puissent être appliquées d'une manière large en préservant autant la santé humaine que la santé animale. Il n'est pas possible évidemment d'oublier un des compartiments. Et enfin, qu'elles puissent être appliquées aussi à tous les acteurs de la filière
C'est-à-dire que si vous avez des risques d'atteinte d'une filière, par exemple sur la filière volaille et la crise de la grippe aviaire, il faut pouvoir mettre en œuvre des mesures sanitaires qui vont protéger autant les couvoirs que les commerçants, que les éleveurs de poulets de chair, de canards ou de poules pondeuses. Et donc, avoir un scope assez large pour les mesures sanitaires qui vont réduire ce risque dans tous les échelons de la filière. Et c'est là où l'arbre à scénario que vous aurez préalablement construit sur l'évaluation des conséquences va vous permettre d'estimer les mesures sanitaires qui pourront être mises en œuvre en lien avec votre risque. Ce qui est très important aussi, c'est donc d'avoir des options de réduction du risque sur l'ensemble du cheminement. Donc, sur votre arbre à scénario, si vous avez une mesure de réduction du risque sur un des chemins alors qu'il y a plus de 5 ou 10 chemins, vous avez donc une réponse qui va être ponctuelle, isolée, et qui ne pourra pas vraiment réduire le risque. Donc, il faut concevoir votre contexte, largement le contexte de votre arbre à scénario, avoir des propositions d'options d'intervention sur chaque chemin de risque et concevoir la réduction globale du risque et ne pas du tout avoir on va dire, une vision ponctuelle sur un ou deux chemins. Donc, ça peut entraîner des coûts opérationnels non négligeables. Donc, il y a souvent une évaluation coût-bénéfice par rapport à une mesure à prendre en compte, hein, évidemment. Ça peut entraîner aussi de déployer d'autres mesures parce qu'il y a des événements qui vont succéder dans la chaîne de risque. Donc, il faut bien tout évaluer. La perception du risque acceptable, le coût-bénéfice de vos actions que vous allez mettre en œuvre et l'intervention directe sur le risque. Je peux donner un exemple sur une introduction d'une maladie, par exemple sur la fièvre de la vallée du Rift, dans un pays qui serait indemne. Est-ce qu'on va mettre en place une campagne de vaccination et donc, du coup, tenter d'immuniser d'une manière, on va dire, cyclique autour des foyers et de faire une vaccination en anneau pour juguler l'épidémie? Est-ce que le coût-bénéfice de ce programme de contrôle va se justifier? Est-ce que l'immunité des animaux par rapport à la vaccination va être susceptible d'être efficace? Et donc, vous devrez pouvoir amener comme ça la justification de vos mesures sanitaires. À contrario, est-ce que c'est la vaccination qu'on va utiliser ou plutôt l'interdiction de mouvement et des mesures de biosécurité? Et c'est là où tout est l'enjeu de la relation intime entre nos mesures sanitaires pour réduire le risque et l'efficacité sur ces dangers et la propagation de la maladie. Donc, il faut aussi s'assurer que la mise en place de mesures sanitaires ne va pas entraîner des discriminations par rapport aux échanges commerciaux, mais aussi par rapport à des pays importateurs ou exportateurs qui auraient été dans les mêmes conditions, mais pour lesquelles on n'applique pas ces mesures sanitaires. Et pour cela, vous pouvez aussi tenir compte de ce qui peut se faire dans des conditions similaires dans d'autres pays, des programmes de contrôle ou d'éradication qui ont été mis en œuvre dans des pays voisins ou dans des pays qui sont dans la même situation épidémiologique que la vôtre, du retour d'expérience, notamment sur, par exemple, si vous êtes dans un pays indemne de fièvre de la vallée du Rift et qu'il y a une introduction de cette maladie, faire un retour d'expérience sur qu'est-ce qui a été justement mis en œuvre et les résultats obtenus sur une vaccination ou plutôt justement un contrôle des mouvements et des mesures de biosécurité dans les troupeaux, dans les cheptels, afin de pouvoir justifier des mesures que vous allez pouvoir mettre en place dans des conditions similaires, évidemment. Toujours prendre en compte le statut des maladies. Hein, donc, est-ce que vous êtes dans un statut indemne, une maladie sporadique, une maladie endémique ou une maladie épidémique? Toujours tenir compte de la capacité des programmes de contrôle que vous pouvez mettre en œuvre. Est-ce que vous avez un bon candidat vaccin? Est-ce que l'immunité va être stable? Ou est-ce que vous allez sur des mesures d'éradication et donc de l'abattage sanitaire avec tous les conséquences psychologiques pour les éleveurs, les conséquences financières? Et donc voilà, toutes ces mesures sanitaires vont devoir être sous-pesées en fonction de ce risque acceptable et en fonction, évidemment,
du coût que ça va entraîner et de l'efficacité sur l'apparition de votre danger. Enfin, il faut pouvoir appliquer des mesures d'une manière cohérente. Donc, si vous avez plusieurs gammes de produits qui sont susceptibles, par exemple, d'apporter un même risque ou un même danger, il va falloir les englober dans votre analyse de risque. Il faut pouvoir introduire aussi des produits qui auraient des risques similaires, hein, donc de faire une analyse de risque globale. Et enfin, absolument éviter des situations où vous auriez des niveaux de protection différents. Un exemple même, vous feriez privilégier par exemple la protection des poulets de chair et pas de la filière pondeuse, ou privilégier les producteurs et pas les commerçants. Donc, alors, voilà. Donc, bien penser à ne pas entraîner des niveaux de protection différents pour des acteurs qui seraient concernés par le même danger ou le même risque. La troisième étape, donc dans le management du risque, hein, c'est la mise en œuvre de ces mesures sanitaires qui ont été définies à partir de cette analyse de risque. Donc, la décision finale des mesures sanitaires à adopter, évidemment, est nécessaire, avec, en fonction de l'intervention du ministre ou des préfets de votre niveau administratif. L'analyse de risque vous a fourni des recommandations et vous a fourni les arguments techniques et scientifiques pour le justifier. Et la mise en œuvre des mesures doit être validée au niveau, évidemment, national. Donc, on va se poser la question, quel facteur de risque a permis, évidemment, de prendre cette décision? Est-ce que les effets non associés à la maladie sont pris en compte et comment sont-ils pris en compte? Est-ce que tous les facteurs pour la décision finale ont été intégrés dans la demande afin de justifier la mise en œuvre des actions? Qui va prendre la décision? Est-ce que ça va être l'autorité sanitaire, les services vétérinaires? Est-ce que ça va être un autre fonctionnaire de l'autorité compétente? Est-ce que ça va être le ministre ou le président de la République? Donc, il est très important de savoir où la décision va se prendre et laquelle. Si vous décidez d'introduire, par exemple, un nouveau vaccin qui n'existe pas dans le pays, il va falloir donc faire appel à l'autorité compétente par rapport à la pharmacologie, faire appel au ministre qui va autoriser l'introduction d'un nouveau vaccin, et puis pouvoir établir aussi les autorisations d'AMM dans le pays, les autorisations de vente. Voilà. Donc, ça entraîne énormément de décisions administratives et politiques, et il faut le prendre en compte quand vous décidez de mettre en place des mesures sanitaires pour réduire le risque. A contrario, la mise en place de mesures de biosécurité qui sont plus les restrictions de mouvement, les séquestrations de fermes et l'interdiction de vente de produits vont entraîner des conséquences économiques et sociétales au niveau des populations et des acteurs de la filière qu'il va falloir pouvoir compenser et donc envisager tout ce qui est grille d'indemnisation, compensation financière et pareil, avoir les accords au niveau administratif et politique pour mettre en place ces mesures. Donc, il faut bien penser à ces paramètres et savoir à qui s'adresser pour que la décision soit prise, évidemment. Il peut y avoir aussi dans des mesures sanitaires de base, hein, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est la mise en place de périmètres d'infection, périmètres de surveillance, où là, vous allez vous adresser aux autorités compétentes, préfectorales ou du district pour interdire les mouvements d'animaux. Enfin, il faut évidemment, pour faciliter la prise de décision, documenter de manière très transparente qu'est-ce qui a conduit et qu'est-ce qui a soutenu votre analyse de risque. Hein. Donc, c'est essentiel de pouvoir produire les articles scientifiques, les audits menés et les résultats qui ont été obtenus, des retours, comme je vous disais, sur des importations à risque qui ont pu être réalisées dans des conditions similaires, mais aussi argumenter sur des success stories, sur la mise en œuvre de telle ou telle mesure sanitaire qui ont fonctionné dans un contexte similaire, afin d'argumenter et d'avoir une décision en toute transparence et pouvoir justifier que votre analyse de risque, elle est fondée et elle est argumentée sur des bases scientifiques, techniques et opérationnelles.
Enfin, pour tous les membres de l'OMC, il y a obligation de notifier aux autres membres, par l'intermédiaire du secrétariat SPS, les mesures qui sont nouvelles ou qui auront été modifiées, notamment si elles ne sont pas fondées sur une norme internationale qui existe, notamment si elles ont un effet significatif sur le commerce. Et sauf si vous êtes en cas d'urgence, vous pouvez prévoir donc un délai de 60 jours pour que des commentaires soient pris en compte et que des modifications soient apportées afin que les exportateurs s'adaptent. Mais vous devez absolument notifier toutes les nouvelles mesures ou des mesures qui seraient modifiées par rapport aux importations de produits d'animaux ou d'animaux vivants. Par exemple, sur la crise de la grippe aviaire qui avait été en Afrique, il y a eu beaucoup de décisions de fermeture de frontières. En Afrique de l'Ouest, je me rappelle, en 2007-2008, fermeture de frontières, interdiction d'importation de produits de volailles et avicoles dans certains pays, sans notification aux autres membres, simplement sur une évaluation des risques d'introduction par les pays voisins qui étaient contaminés. Il y aurait pu y avoir des différends entre les pays. Ça ne s'est pas fait, mais c'est vrai qu'il est de bon ton absolument de pouvoir le notifier dès que vous mettez en place des mesures qui vont faire de la restriction sur les échanges internationaux. Alors, quand les circonstances sont très urgentes et qu'on est en gestion de crise, vous pouvez donc justifier que les mesures répondent à un objectif précis. Pourquoi les mesures sont proposées compte tenu de l'urgence, par exemple, du risque d'introduction d'un nouveau pathogène dans le pays. Et les membres de l'OMC ont la possibilité de répondre par des commentaires et les commentaires doivent être pris en compte. Mais sur des situations très urgentes, vous pouvez justifier sur un objectif très précis afin d'aller très vite. Enfin, la quatrième étape, c'est dans cette gestion du risque, c'est le suivi de l'application des mesures sanitaires et de la révision. Comme je vous disais, on est absolument dans un processus dynamique. Ce n'est pas du tout statique. On doit rééquilibrer, réévaluer les mesures sanitaires en lien avec l'atténuation des risques. On doit vérifier qu'on ait atteint les résultats escomptés. Et puis, par exemple, on doit vérifier qu'il y a eu une atténuation des risques à partir des mesures qui ont été prises et que le rapport coût-bénéfice est positif ou vaut le coup. N'oubliez pas qu'il faut aussi réviser, corriger, les adapter au cours du temps en fonction de la situation rencontrée. Et évidemment, en fonction, par exemple, du statut infecté d'un pays voisin. Si globalement, vous êtes dans une situation où vous avez un pays voisin qui est infecté, puis au cours du temps, un deuxième pays voisin, un troisième pays voisin, vous avez donc une augmentation du risque et vous pouvez justifier à partir de cette augmentation du risque par rapport à vos frontières, si vous êtes par exemple dans un statut indemne, d'augmenter, en tout cas d'augmenter la pression de vos mesures sanitaires sur les risques d'introduction parce que justement la situation épidémiologique à vos frontières, la situation épidémiologique au niveau de vos frontières a évolué et le risque a augmenté. Donc voilà, chaque fois, à partir du moment où vous mettez en place des mesures sanitaires, vous devez les justifier et votre analyse de risque qui aura déjà été menée devra juste être utilisée pour faire une mise à jour. Donc la mise à jour d'une analyse de risque est bien plus simple à faire que tout le process d'analyse de risque depuis le départ. Et vous pourrez comme ça faire une réévaluation des mesures sanitaires appliquées parce que vous avez réévalué le risque en adaptant votre analyse de risque. Dans l'estimation de… Voilà, donc ces mesures sanitaires, elles ont un impact sur l'estimation du risque, comme je vous disais. Il faudra aussi pouvoir travailler sur l'incertitude. Donc, on n'en a pas parlé aujourd'hui de l'incertitude qui sont liées à l'évaluation du risque. À chaque nouvelle information, à chaque nouvel événement, vous pouvez évidemment mettre à jour votre estimation du risque, réévaluer l'incertitude qui est liée à votre estimation du risque et justifier d'une adaptation de vos mesures parce que vous êtes dans un processus dynamique et que vous répondez à une situation
généralement de crise ou à une situation qui a évolué. Enfin, quand vous travaillez donc sur ces facteurs de risque, n'oubliez pas que en fonction de l'évolution du statut sanitaire du pays exportateur ou des pays voisins, comme je le disais justement, en fonction de changements politiques ou d'instabilité sociétale ou de crise ou de guerre, de catastrophes naturelles, vous pouvez avoir des changements sociétaux, mais aussi de gestion du risque chez vos voisins, chez vos pays voisins, qui entraînent une augmentation du risque chez vous. Par exemple, quand vous avez un pays qui est déstabilisé par une guerre et que les services vétérinaires ou les programmes de vaccination ou la gestion des troupeaux à l'exportation ne peut plus se faire parce que les services sont désorganisés. Vous pouvez donc, à partir de ce moment-là, rehausser votre niveau de risque à vos frontières en le justifiant parce que justement, la déstabilisation du pays voisin va entraîner donc une perte on va dire, d'efficacité de leur système de contrôle ou de réseau de surveillance. Et donc, vous allez, à la suite de ça, justifier de mettre en place ou d'adapter vos mesures sanitaires. Donc, c'est très important aussi de le faire dans votre propre pays. S'il y a des changements importants avec des catastrophes naturelles ou une situation économique plus tendue, on sait que les pratiques de vente, de commerce peuvent être évoluées. Et du coup, vous pouvez aussi rehausser les mesures sanitaires que vous allez mettre en place parce que la situation a changé et que il y a une tension économique ou il y a des nouvelles pratiques dans la filière. Je donne un exemple typique qui est en cas d'épidémie, d'apparition d'épidémie dans une filière, on peut avoir une hausse des prix qui vont donc se ressentir sur les marchés. Et du coup, dans le pays indemne, par exemple, les poulets vont être moins chers que dans le pays, vont être plus chers que dans le pays où il y a une épidémie. Et on aura tendance à aller acheter les poulets d'un marché où il y a potentiellement un virus parce qu'ils sont moins chers et du coup, à propager la maladie. Donc, il faut bien penser aussi aux événements, on va dire, contre-naturels, non intuitifs, qui sont ponctuellement possibles en lien avec une épidémie ou un phénomène pathologique et que vous devez intégrer dans vos mesures sanitaires afin voilà, de pouvoir envisager et estimer que le risque pourra être augmenté à partir des changements de pratique. Alors, un exemple sur l'évaluation du risque à partir de l'exemple de la peste équine. On revient sur le risque estimé qui était négligeable, plus que négligeable, par rapport à l'introduction de la peste équine en Nouvelle-Zélande et quelles mesures sanitaires vont pouvoir être prises par rapport à ce niveau d'alerte. L'objectif de cette gestion des risques, ça va être de gérer efficacement les risques liés à la peste équine et les mesures sanitaires qui vont permettre de garantir que les chevaux importés ne seront pas virémiques et ne pourront pas entraîner une épidémie. Donc, on va considérer évidemment plusieurs options sanitaires. Donc, en fonction des considérations qui sont directement liées à l'analyse de risque qu'on a menée. Donc, il est très peu probable que des vaccins commerciaux préviennent une virémie, que le seul moyen pour s'assurer que des chevaux importés ne soient pas virémiques, c'est qu'ils viennent d'un pays où il n'y a pas d'épidémie, enfin pas de présence de la maladie, ou dans une zone hors saison, donc ils aient été protégés des insectes vecteurs, et qu'on ait dépassé évidemment la durée maximale de la virémie. Étant donné la période d'incubation qui peut être de 14 jours, que la virémie peut aller jusqu'à 21 jours, on va considérer que les animaux doivent être protégés 35 jours au maximum. Et ensuite, on va aussi tenir compte de la durée de virémie après la vaccination, si c'est un vaccin vivant, évidemment, et pouvoir donc tenir compte de ça dans les mesures sanitaires à considérer. Donc, qu'est-ce qui est disponible dans les options sanitaires dans le code de l'OMSA?
les normes pour la définition d'un pays libre ou d'une zone libre saisonnière pour l'importation de chevaux, c'est non vaccinés au cours des 40 derniers jours, afin de réduire les risques d'animaux virémiques post-vaccination. Des animaux qui auront été gardés dans un pays ou une zone indemne pendant au moins 40 jours, donc on dépasse le délai d'incubation et de virémie, ou des animaux qui ont été gardés dans une zone indemne au niveau saisonnier pendant la période de saison, pendant au moins 40 jours. Donc ça, c'est ce qui existe dans le code de l'OMSA. Qu'est-ce qui est disponible aussi? C'est qu'on va les garder en isolement dans un établissement protégé contre les vecteurs. Alors, soit 40 jours s'ils sont non vaccinés, soit gardés en isolement dans un établissement qui est protégé des vecteurs pendant au moins 28 jours s'ils ont un test séronégatif. Pendant au moins 40 jours si le test sérologique n'a pas montré d'augmentation significative du titre, ou pendant 14 jours si le test d'identification négatif a été donné après l'introduction dans l'établissement. Donc, c'est très codifié. Les options sanitaires de mesures sanitaires sont détaillées dans le code de l'OMSA. Et en fonction donc du risque d'introduction, vous avez donc toutes ces mesures sanitaires qui sont déclinées. Donc, ces normes de l'OMSA, elles sont compatibles évidemment avec l'objectif de garantir que les chevaux importés ne soient pas virémiques. Et puis, donc, il est important en tout cas, de déployer des mesures appropriées pour atténuer ce risque par rapport aux animaux qui sont issus d'un pays libre ou d'une zone libre ou d'un pays ou d'une zone infectée. Évidemment, on va s'adapter au niveau de risque. Voilà. Merci pour votre attention.